pour le faire, vous devez être devant également pour le faire. Donc, le conseil que je donne la plupart du temps, c'est que la femme, elle doit s'affirmer elle-même et faire en sorte de ne pas se sentir forcément inférieure à l'homme, parce que je crois que la femme n'est pas inférieure à l'homme, elle est l'égale de l'homme en droit et en dignité, et c'est à la femme elle-même de faire en sorte que les hommes comprennent que nous sommes des êtres créés par Dieu, complémentaires, et que nous devons nous épauler pour que cette complémentarité soit la plus efficiente aussi pour le bonheur de toute la gente humaine. Formidable parce qu'elle est très aimante, elle essaie de répondre à la joie autour d'elle et je l'apprécie vraiment pour ça. Et d'un autre côté, je pense que c'est une femme qui s'énerve un peu trop. Elle aime se créer, je pense qu'elle aime se créer des soucis qui ne sont pas forcément réels. Je ne saurais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'elle a tendance à très vite se mettre sur les nerfs. Et donc, voilà, sinon c'est une femme formidable. Avec ma mère, je pense qu'on est quand même très proches, même si bon, c'est vrai qu'elle n'est pas là souvent. On n'a pas tout le temps l'occasion de se parler, mais je pense qu'il y a quand même un lien très fort étant donné que je n'ai pas de père, donc elle représente les deux côtés pour moi. Elle est ma mère et mon père. Donc voilà, on est vraiment très proches. Alors, pour ne pas vous mentir, franchement, je ne voudrais pas que ma mère soit plus ni quoi que ce soit. Parce que déjà qu'elle n'est pas assez... Je ne veux pas dire que je pense seulement pour moi, mais je pense que si maman devait être présidente de ce pays, cela créerait énormément de problèmes. Et voilà, je ne suis pas prête à vivre ça et je ne veux pas qu'elle vive ça. En notre qualité de représentants de la nation togolaise, nous sommes en droit de nous poser des questions. Pourquoi deux mesures en ce qui concerne les mêmes critères pour certaines localités et pas pour d'autres? Monsieur le Président, il n'est un secret pour personne que pour une meilleure administration territoriale, la décentralisation doit nécessairement précéder la déconcentration, mais nous prenons acte de ce que le gouvernement a décidé encore une fois de ramer à contre-courant. Après le droit, la politique est devenue votre seconde passion. Peut-être mais qu'elle prend le dessus. Dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché en vous ce sacerdoce, si c'est vraiment le mot? Oui, bon, au Togo, il vaut mieux le qualifier de sacerdoce parce que ce n'est pas facile et il faut avoir la ferme volonté de le faire. Ce qui l'a déclenché à moi, c'est peut-être la même raison qui a fait j'ai choisi le métier d'avocat. C'est parce que je n'aime pas du tout l'injustice. Je n'aime pas du tout l'injustice et lorsque
quelque part, il est fait tort à quelqu'un même que je ne connais pas, je réagis surtout. L'un dans l'autre, je crois que c'est un peu ça qui m'a déterminé à choisir le métier d'avocat aussi. Et c'est pour la même raison que je fais la politique aussi. Vous savez, la politique, je l'ai commencé, je dirais, j'étais même pas encore avocate, hein, c'était à la faculté de droit, à l'université du Bénin de l'époque, que nous avions, bon, à travers d'associations estudiantines et autres, commencé dans les années 90, puisque bon, j'ai terminé mon cursus universitaire par la maîtrise en droit en 1990. Et donc, vous savez que c'est une année qui est célèbre, hein, dans notre pays. Et donc, voilà quoi, c'est le fait de ne pas aimer l'injustice, d'être foncièrement attaché au droit, à la régularité, que j'ai choisi l'un et l'autre, un métier, celui de l'avocat et celui de la politicienne également. J'étais à la conférence nationale, mais il y a une confusion énorme que les Togolais font. C'est qu'en réalité, nous sommes deux Abéganvi de sexe féminin qui faisons la politique. Il y a ma grande sœur Brigitte Abéganvi qui, elle, vit en France, mais qui était à la conférence nationale et était membre très actif, je crois, c'était de la commission des finances à l'époque. Et vous savez, on les appelait à l'époque les venus de France, qui avaient véritablement animé la conférence nationale avec mon autre frère, Claude, Tavio Amorin, Cornelius Aïda, Antoine Fouli et autres. Et donc souvent les gens nous confondent tous les deux. Parce que des fois, certaines personnes, quand ils me croisent dans la rue, m'appellent Brigitte. Je fais toujours l'honneur de leur rappeler, c'est pas Brigitte, c'est Isabelle. Et je crois qu'il y a des gens qui croient que Brigitte et Isabelle, c'est la même personne. Mais en réalité, pourquoi j'explique cela, c'est parce que j'étais à la conférence nationale, mais moi j'étais derrière les rideaux. À l'époque, c'était en 1992. Je venais de terminer mon cursus universitaire, je n'avais pas encore passé le concours, le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. À l'époque, c'était le certificat d'aptitude au stage du barreau. Et donc, j'étais de l'autre côté du rideau de la conférence nationale, j'étais la responsable du pool secrétariat. Donc, je dirigeais le pool secrétariat dans les locaux du Palais des Congrès aujourd'hui qui abrite le siège de l'Assemblée nationale. Et donc, j'étais la responsable de ce pool secrétariat qui avait pour mission de mettre à jour tous les documents, les rapports, les actes, les courriers et autres de la conférence nationale. Donc, je n'étais pas délégué à la conférence nationale, mais j'étais responsable du pôle secrétariat de la conférence nationale. À cette étape de votre vie politique, êtes-vous heureuse? Vous savez, il est difficile d'être pleinement heureuse, hein, dans la vie, hein, parce que nous tendons tous vers l'idéal. L'idéal que je crois, hein, aucun homme sur terre n'atteint finalement. Hein, la vie étant un combat permanent pour le meilleur. Dans la vie politique, je ne peux pas être heureuse de la vie politique. C'est pour ça, si j'avais été heureuse, j'aurais arrêté le combat que je mène aujourd'hui. Ça veut dire que l'objectif pour lequel je me suis lancé dans la lutte politique, à mon sens, n'est pas encore atteint. C'est l'avènement et l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Et donc, pas heureuse parce que les choses ne se passent pas comme moi je l'aurais souhaité, comme cela se passe. Je sais que c'est difficile en Afrique, mais
je pétille d'impatience parce que je me rends compte que dans les pays limitrophes, récemment le Burkina, le Bénin, un peu plus loin, le Ghana aussi évolue, ont trouvé des solutions à leurs problèmes aujourd'hui. Bon, l'alternance politique y est, bon, tout va bien. Peut-être que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, mais tout va beaucoup mieux que cela ne va dans notre pays. Et c'est ça qui fait ma frustration, parce que le Togo est un beau pays. Les Togolais constituent un peuple formidable, travailleur et autres. Et moi, je crois qu'ils méritent le mieux-être. Ils méritent que ça aille beaucoup mieux que cela. Et donc, si les Togolais sont satisfaits, je serai heureuse aussi. Mais je suis sûr que les Togolais ne sont pas heureux, ne sont pas contents de la situation de leur pays, et forcément, moi non plus. L'un de vos regrets en politique, l'échec de votre formation politique aux élections présidentielles. Y a-t-il d'autres déceptions? Oh, vous savez, l'élection présidentielle, c'est selon, il faut en parler, parce que moi je ne taxe pas d'échec ce qu'a fait ma formation politique à cette élection présidentielle, parce que c'est un sujet qui fâche la plupart du temps lorsque on parle des conditions dans lesquelles les élections sont organisées dans notre pays. Et bon, Gabon est l'exemple la dernière fois de comment les élections sont organisées en Afrique. Parce que, bon, moi, je fais la part des choses. Il y a ce qu'un collègue député camerounais, à qui j'emprunte la terminologie, appelle les élections, deux types d'élections en Afrique. Il y a les élections présidentielles sortant, où lorsque le président de la République sortant est candidat, il n'y a rien à voir finalement, parce que c'est très difficile que ces élections-là soient démocratiques, libres et transparentes, parce que lorsque le président de la République qui est au pouvoir rempile, bon, il n'y a pratiquement jamais de chance pour les opposants. Bon, il y a également les élections présidentielles en Afrique où tout le monde est sur un même pied d'égalité et où la plupart du temps, avec la limitation du mandat, le président en exercice se présente 2 fois et ne peut plus se présenter pour la 3e fois, ce qui fait que tous les candidats ont les mêmes chances, et ces élections-là, par contre, sont démocratiques, puisqu'il n'y a pas de problème en ce qui concerne. C'est le cas du Togo. Vous savez, malheureusement, pour notre pays, nous nous battons pour que la limitation du mandat revienne dans la constitution togolaise. Et donc, je ne peux pas parler d'échec en ce qui concerne la situation telle qu'elle en Afrique. Et donc, ce n'est pas une situation qui doit être attachée à mon parti politique, qui a fait tout son possible pour pouvoir sortir la tête du lot, mais compte tenu des contingences que j'ai développées, énumérées tout à l'heure, à faire en sorte que cela ne s'est pas passé comme nous l'aurions souhaité, et sûrement comme l'aurait souhaité le peuple togolais également. Il y a une jeune étudiante qui admire votre dynamisme et veut devenir comme vous. Quels sont les conseils que vous lui donnez et quelles sont les dispositions qu'elle doit déjà commencer par prendre? Et quelles sont les dispositions qu'elle doit déjà commencer par prendre? Oui, les dispositions, c'est d'abord d'être studieuse. Parce que, voyez-vous, je crois que ce que les jeunes ignorent aujourd'hui, parce que vous savez, quand vous avez dépassé la cinquantaine, vous pouvez regarder dans le rétroviseur et parler de la jeunesse, parce que moi-même je ne le suis plus.
toute fraîche, je ne le suis plus. Et donc, ce que les autres ignorent, c'est que il y a un temps pour tout. Peut-être c'est parce que moi, je n'ai jamais su faire deux ou trois choses à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'étais étudiant, je m'occupais de mes études et pas d'autre chose. Hein. C'était les études parce que je suis parti du principe que ça va durer un temps. Et 4 années à l'époque, parce que les études universitaires, c'était de la première à la 4e année avant que le système LMD ne vienne. Et donc, j'ai fait le calcul en me disant que j'ai 4 années à passer à la faculté de droit et à étudier. Et tout ça, je me suis consacré pendant ces 4 années-là à mes études. Bon, ensuite, c'est par étapes. Hein. Ensuite, j'ai passé le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et je devais faire mon stage pendant 2 années. Je me suis dit, j'ai 2 années de stage à faire et je me suis consacré À ces 2 ans. Pendant ces 2 ans-là à mon stage et à la limite rien qu'à mon stage. Jusqu'à ce que je finisse et que je sois inscrite au grand tableau de l'ordre des avocats. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit ouf, bon, j'ai ma carrière à mener, mais j'ai beaucoup plus de liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est vrai qu'à ces moments-là, j'ai sursi un peu à mon engagement politique. Parce que, vous savez, la politique prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et autres. Et donc, lorsque j'ai terminé et mon cursus universitaire et mon stage et que je suis inscrit au tableau, j'avais beaucoup plus la latitude de gérer les deux choses, c'est-à-dire la profession d'avocat et la politique. Et donc, c'est comme cela que j'ai fait. Et donc, si je dois donner un conseil dès à présent, c'est faire en sorte de donner des années à chaque étape de la vie. Lorsque vous êtes étudiante, comprenez que vous avez à vous attacher et à la limite exclusivement. Peut-être pas exclusivement, mais quand même de manière beaucoup plus prépondérante à vos études. Et jusqu'à ce que vous arrivez au point où vous voulez. Et vous avez toute la vie devant vous pour choisir et faire ce que vous avez envie de faire en plus de... C'est ces années-là qui sont les plus déterminantes, les années d'études, de stage, de perfectionnement et autres. Mais une fois que vous avez franchi ces étapes-là, vous avez tout le temps de faire ce que vous voulez de votre vie. Donc voilà le conseil que je donnais, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage et beaucoup de renonciation. Il faut savoir renoncer à des choses qui rendent la vie peut-être belle, mais qui pour l'heure, au moment où vous faites le choix, vous n'en avez pas besoin forcément, que vous rattraperez peut-être plus tard lorsque vous aurez beaucoup plus le temps. Surtout quand vous êtes femme, c'est doublement difficile de faire ce choix-là par rapport aux hommes qui ont tout un boulevard devant eux lorsque vous êtes femme, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que en faisant cela, vous devez également concilier cette vie-là professionnelle avec votre vie de femme, d'épouse plus tard et de mère. Et donc c'est pour cela que pour les femmes, c'est encore beaucoup plus difficile que pour les hommes. Il faut savoir programmer sa vie étape par étape et régler ses problèmes au fur et à mesure. Était-ce facile aux femmes d'émerger en politique? Non, pour des raisons, diverses raisons, des raisons culturelles, je dirais, pour des raisons sociales également. Culturelles, c'est parce que dans notre pays et en Afrique en général, une femme, elle est entière lorsqu'elle est belle, qu'elle sait faire la cuisine, qu'elle sait donner la vie. Et la plupart du temps, quand elle se tait. Bon, c'est ça, l'image qu'on a habituellement de la femme africaine, de la femme principalement togolaise. Ce qui fait que lorsque une femme fait de la politique et tout ça, ça devient surprenant pour tout le monde. Et
elle devient à la limite une curiosité. Bon, on la surnomme Thatcher, etc., la dame de fer, beaucoup de qualificatifs qu'on lui donne parce que les gens estiment que le domaine politique est exclusivement réservé à ceux qui portent le pantalon, encore que bon, les femmes portent aussi le pantalon, d'ailleurs beaucoup mieux que les hommes aujourd'hui. Et donc, bon, c'est déjà difficile culturellement en Afrique et principalement au Togo pour une femme de faire de la politique. Mais je dis que autant les femmes aujourd'hui briguent les différentes fonctions qui ne sont pas politiques et le font bien. Moi, j'ai connu des femmes ministres, des femmes premiers ministres, en l'occurrence Margaret Thatcher, qui ont laissé leur empreinte, leur sceau, au moment où bon, ils ont eu la charge de diriger leur pays ou les fonctions qu'on leur a confiées. Et donc, je dis qu'il faut dépasser aujourd'hui les pesanteurs culturelles pour dire que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est vrai qu'il a créé d'abord l'homme avant de créer la femme, mais il n'a jamais dit que l'homme était supérieur à la femme. Et donc, bon, moi j'estime que, vous savez, la politique aussi, il faut le reconnaître, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sacerdoce, il faut avoir la volonté et l'envie de le faire, parce que toujours, surtout dans nos pays, c'est très 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 difficile. Et donc, lorsque vous avez l'envie et vous avez senti en vous-même la capacité de le faire, moi je crois qu'il faut y aller en brisant au fur et à mesure et de manière efficace les pesanteurs qui font que bon, une femme estime ne pas pouvoir briguer un mandat politique et autres et tout cela. Mais j'avoue que bon, cela sera valable peut-être avec finira avec notre génération à nous, à ma génération à moi, parce que vous savez, quand je vois les jeunes, nos enfants, ceux qui sont adolescents aujourd'hui et autres, je crois que les filles aujourd'hui font des choses tellement formidables. Et moi, je n'ai pas peur du lendemain en ce qui concerne la gente féminine pour pouvoir assumer les fonctions politiques et toutes les fonctions d'ailleurs qui sont offertes. Parce que j'ai eu à vivre une situation extraordinaire pour ce que je dis là. La dernière fois, c'était en juillet de cette année. Je crois que c'était à l'hôtel Idaoba, où le lycée français de Lomé avait organisé une remise de diplôme pour ses élèves de terminale, des élèves qui avaient eu le bac en terminale. Alors, j'étais extraordinairement contente de remarquer que les élèves qui avaient eu les mentions, les grandes mentions, c'est-à-dire bien et très bien au bac de cette année de l'année scolaire 2015-2016 étaient des filles. Et tenez-vous bien, c'est des filles qui ont eu des mentions, ces mentions-là, pas dans les matières littéraires, pas dans les séries littéraires, parce que aussi il y a cette manière de voir que les séries littéraires sont réservées aux femmes et scientifiques aux filles. Bon, c'est la tendance, etc. Mais là, c'était dans les séries S, les séries scientifiques, c'était des filles qui avaient eu les mentions très bien, et des Togolaises aussi. Alors j'étais hyper heureuse ce jour-là, parce que je me dis, ah, la relève pour nous autres femmes est vraiment assurée, parce que il y en avait au moins une dizaine qui ont eu des mentions très bien et c'est que des filles en série S. Ça, c'était la première fois que je voyais quelque chose de ce genre. Je savais que les filles, nos enfants filles, ont commencé à percer et les matières scientifiques ne leur font plus peur, contrairement aux stéréotypes qu'on avait mis sur les séries. Et donc, j'ai eu la confirmation de cela au cours de cette cérémonie de remise des diplômes. Et donc, moi, je n'ai pas peur pour l'avenir des femmes togolaises demain en politique et dans tous les domaines
D'ailleurs, parce que je crois que nos enfants ont compris très rapidement qu'il ne faut pas nécessairement rester à l'ombre des hommes. Un mot de fin en direction de la population pour la rassurer que les choses évoluent et que demain sera meilleur. Un mot de fin pour rassurer la population. C'est vrai que, vous savez, lorsque vous luttez pour le mieux-être dans un pays qui est confronté à beaucoup de difficultés sociales, politiques et économiques, cela paraît très difficile et très lente, la marche vers plus d'espace de liberté, de mieux-être. C'est le cas du Togo, parce que c'est vrai que bon, les gens ont l'habitude de dire « Ah, cette lutte, nous l'avons commencée depuis 90, et elle n'évolue pas, c'est toujours la même chose, etc. » et tout ça. Mais en regardant dans le rétroviseur, il faut quand même reconnaître que beaucoup de choses se sont passées et que aujourd'hui et demain ne seront jamais comme hier. Ça, c'est certain, dans notre pays, le Togo. Et les choses évoluent peut-être pas au rythme que les gens l'auraient souhaité, le plus rapidement possible, mais moi, j'ai garanti, moi qui suis dans le combat, je sais que les choses évoluent et que cela va peut-être pas aussi rapidement que moi-même aussi, je l'aurais souhaité, parce que voyez-vous, si ça allait bien, peut-être que je me serais reposé de la politique et peut-être que j'aurais choisi de faire autre chose, consacrer peut-être beaucoup plus de temps à ma famille et tout le reste. Mais les choses évoluent. Et pas plus tard que hier, jeudi 29 septembre, j'ai eu la confirmation que les choses évoluent. Parce que voyez-vous, à l'Assemblée nationale, le 29 septembre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que moi je dis que c'est déterminant et qui résume un peu l'évolution et la marche du peuple togolais vers beaucoup plus d'espace de liberté. C'est que nous avions eu en novembre 2015 à voter le code pénal. Et sur le code pénal, le groupe parlementaire que j'ai l'honneur de présider avait eu beaucoup de problèmes sur deux points. D'abord, sur le crime de torture qui a été comment dire, mis dans le code pénal parce que cela n'existait pas avant. Mais nous avions eu un problème là-dessus parce que nous estimons que la définition qu'on en avait donnée dans le projet de loi qui était soumis à l'analyse de l'Assemblée nationale n'était pas la définition reconnue par les instances internationales. Ensuite, nous avons estimé que le Togo ayant connu une histoire très sordide en matière de torture, il était normal qu'on puisse donner un caractère imprescriptible à ce crime, qui est l'un des crimes les plus abominables qui existent dans la panoplie des infractions que le droit français connaît. Et donc, nous nous sommes battus sur ce point-là en vain. Également, il y avait eu le problème de l'article 497 qui pénalisait par des peines privatives de liberté des infractions liées à des délits de presse, notamment la diffusion, la publication de fausses informations. Et donc nous avons dit que c'était le fait de rendre cette infraction-là à outrance pénale par des peines privatives de liberté était un recul, une reculade inacceptable par rapport au code de la presse et de la communication et par rapport aux recommandations de la CVJR et tout le reste. Et donc nous nous sommes battus à l'Assemblée nationale à fin. Après cela, en ma qualité de président du groupe parlementaire, j'avais adressé un courrier au chef de l'État pour lui dire de ne pas promulguer cette loi-là et de renvoyer la loi pour relecture à l'Assemblée nationale pour que ce problème que nous avons posé là puisse être revu et corrigé, parce que nous savions que cette loi votée telle qu'elle aurait des problèmes, nous aurions des problèmes par rapport aux instances des droits de l'homme, de l'ONU et des organisations